Chers et chers collègues, je suis ravie de vous accueillir pour cette université d'été, ce temps annuel de rencontres et d'échanges qui a pour ambition de conjuguer tout à la fois ce qui pourrait relever d'un colloque scientifique, d'une formation de formateurs et de mutualisation de pratiques professionnelles. À l'heure des Jeux olympiques et paralympiques, qui débuteront dans 3 semaines, le réseau des INSPE a retenu la question de l'héritage des JOP comme thématique de son université. Ce choix, au regard des enjeux d'éducation qui ont été investis sur cet événement sportif exceptionnel par les politiques publiques, du fait que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur ont été sollicités et ont mobilisé leurs acteurs pour inscrire ces enjeux portés par les JOP dans les formations des élèves et des étudiants, du fait que les chercheurs ont examiné un ensemble de questions, de tensions soulevées et que les professionnels de l'éducation nationale ont mis en œuvre nombre de projets autour de ces JOP. Un mot sur la notion d'héritage. La notion d'héritage est un concept de référence pour appréhender ce que peut porter ou générer un grand événement sportif. Plus particulièrement, l'héritage social est relatif au changement social attendu à court terme, à moyen terme et à long terme, comme par exemple l'engagement des populations dans la pratique physique, dans l'inclusion sociale. L'ambition qui est portée par le biais de cet événement exceptionnel que sont les JOP est de faire du sport un bien culturel commun et le levier de politique publique afin d'inciter la population à davantage d'activités physiques et de pratiques sportives. Tel est l'héritage souhaité. J'en veux pour preuve le rapport intermédiaire d'évaluation de la stratégie héritage-durabilité de Paris 2024. Bâtir un héritage, je cite, « bâtir un héritage social et environnemental fort et durable qui mette le sport au service de l'individu, de la société et de la planète, créer une prise de conscience sur l'importance de l'activité physique et sportive pour la santé, donner envie de bouger plus et renforcer l'accès à la pratique, utiliser le sport à des fins pédagogiques, éducatives et citoyennes, s'appuyer sur le sport pour l'inclusion, la solidarité et l'égalité et faire du sport un levier au service de la transformation écologique. Vous voyez qu'à travers la pratique sportive, de multiples dimensions sont envisagées. Des études sont mises en avant et viennent corroborer cet enjeu. Elles montrent que nous ne sommes pas une nation sportive, que les élèves décrochent au moment de l'adolescence, tant les filles que les garçons et plus les filles que les garçons, que pour les jeunes, la sédentarité, la chute des capacités physiques motrices et le surpoids sont devenus des enjeux de santé publique. Or, décréter un héritage, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas aussi simple que cela. D'ailleurs, les études sur l'héritage des événements sportifs exceptionnels précédents ont montré que les impacts, et notamment les impacts sociaux attendus, ne sont pas toujours au rendez-vous, notamment à moyen terme et à long terme. Des conditions sont nécessaires pour cela. Puisque l'éducation nationale et l'enseignement supérieur sont mis à contribution pour promouvoir la culture sportive et l'activité physique reconnue comme gage de santé, et des dimensions telles que la citoyenneté ou encore l'inclusion, alors essayons, au cours de ces 2 journées, de construire un ensemble sur cet ensemble un regard plus éclairé. Comment l'école peut-elle s'emparer de ces enjeux dans les missions qui sont les siennes? Mission d'émancipation, en permettant à nos élèves d'appréhender la complexité du monde et du monde sportif qui nous entoure, de développer l'esprit critique, de faire que chacun, chacune contribue au projet collectif de société, tout en permettant à chacun, chacune, de développer son projet de vie singulier, dont, pour certains, un projet sportif d'excellence. Peut-être, à la lecture de tout ce que j'ai pu regarder, l'impact attendu de l'école est de contribuer à un changement de paradigme. Celui de susciter chez les élèves un engagement durable de chacun, chacune, quel qu'il soit, dans la pratique physique et sportive, gage d'une santé prise dans l'acception de toutes ces dimensions, être bien avec soi-même, avec son corps, être bien dans sa relation à l'autre, dans sa relation aux autres, dans sa relation à l'environnement,
être en capacité de surmonter tout événement difficile. Changement de paradigme, c'est aussi celui de transformer les représentations, les attitudes et comportements et d'amener les futurs citoyens à s'inscrire plus globalement dans un mode de vie sain et actif qui passe certainement par une pratique physique et sportive régulière et peut-être autre chose qu'on ne sait pas bien définir, comme par exemple avoir un transport actif. Cela impliquerait à la fois d'avoir pu faire construire chez nos élèves, chez les élèves, des pouvoirs d'agir, les habiletés motrices, une connaissance partagée des cultures sportives et une lecture éclairée et critique du sport, sport et genre, sport marchand, pratiques sportives éco-responsables, et un comportement actif dont peut-être nous sommes amenés à porter des définitions. Et ce qui ne va pas sans se donner le devoir de l'inclusion de tous, filles et garçons, personnes en situation de handicap, élèves citadins, élèves ruraux, élèves des zones d'éducation prioritaire, pour leur faire vivre des expériences sportives positives à l'école, conditions d'importance pour s'engager dans une pratique sportive durable. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment un changement de paradigme ? On peut s'interroger. En tant qu'historienne, j'apprends à mes étudiants à observer les continuités, les ruptures, et l'enjeu que je viens de citer ci-dessus semble avoir été finalement un enjeu permanent. Et cette approche globale, elle trouvait son expression sous une autre forme, notamment sous le Front populaire. N'y voyez aucun message politique derrière de rappeler ce Front populaire. Toujours est-il que l'événement des JOP nous invite à revisiter à l'école la place du sport, de l'activité physique et de l'éducation par la pratique sportive. Et peut-être aussi au préalable nous interroger nous-mêmes, regarder nous-mêmes formateurs, regarder nos étudiants, sommes-nous convaincus de cet enjeu-là ? Sommes-nous des pratiquants au quotidien ? Alors que nous avons une connaissance des bienfaits d'une pratique physique et sportive, sommes-nous réellement des pratiquants au quotidien ? Je pense que chacun peut se poser la question. Cela fait-il partie de notre habitus de vie ? Et finalement, qu'est-ce qui fait obstacle à cela ? L'école, l'université ne sédentarise-t-elle pas finalement les élèves et les étudiants chaque jour ? Et donc là aussi, peut-être quelque chose à réfléchir. Au cours de ces 2 journées, chercheurs et enseignants, acteurs de la formation initiale et continue des enseignants, pourront questionner les politiques publiques affichées, les discours tenus, avec leur expertise, la distanciation nécessaire, l'éclairage des apports des différents champs scientifiques. Ils seront amenés à s'interroger sur les conditions pour un héritage tangible à l'échelle de l'école, sur les injonctions qui apparaissent contradictoires et que nous avons essayé de glisser dans l'intitulé de l'université d'été, bouger, prendre soin de soi, se cultiver, performer, apprendre, s'éduquer. Bouger pour apprendre, se cultiver ou apprendre à se connaître. Comment faire bouger ceux qui ne veulent pas bouger ? Cette université d'été, elle s'interrogera aussi, elle observera la part respective, ou plutôt les parts respectives du domaine scolaire et de l'extrascolaire dans les parcours de formation sportifs, que l'on voudrait sportifs, des élèves, et des traits d'union possibles qu'il peut être envisagé. Bref, argumenter l'héritage social potentiel par l'école peut être un axe structurant de ces 2 journées. Le comité scientifique, que je remercie, Sylvain Ferrez, Lucas Profilé, Maxime Astagli et Magali Boisumeau, et les collègues qui ont enrichi en première instance l'ensemble de la réflexion, a envisagé 3 entrées dans ces questionnements en entremêlant le premier et le second degré, en privilégiant une approche pluridisciplinaire, en proposant des modalités variées d'intervention. Ainsi, dans un premier temps, nous porterons un regard sur les déclinaisons des politiques publiques sportives et éducatives, notamment à travers les nombreux dispositifs qui ont été en appui. Je pense aux 30 minutes d'activité physique quotidienne, l'attribution du label Génération 2024, les 2 heures de sport supplémentaires, la création du passeport, les tests de sportivité. Et examinons surtout leurs appropriations, leurs assises scientifiques, les recherches qu'elles ont suscitées, les tensions soulevées et leurs dépassements et
les expérimentations menées, projets d'école, projets d'établissement, projets interdisciplinaires, autour de dimensions plurielles des JOP. Examinons aussi les jalons qui sont posés et leur prolongement potentiel après ces JOP. Dans un deuxième temps, nous nous interrogerons aussi sur les élèves, c'est-à-dire les sujets pratiquants, leur mobile et motif d'agir, leur mobile d'engagement ou de non-engagement dans les pratiques physiques et sportives, dans le cadre scolaire comme dans les pratiques à l'extérieur, sur leur représentation, leur réticence, leur résistance, parfois leur sentiment d'incapacité à entrer en activité physique et sportive, réticence par rapport aux normes aussi parfois qu'ils se sont construits, pour mieux envisager une ouverture des possibles dans la discipline à tout un chacun, quel qu'il soit. En d'autres termes, quelles pratiques physiques et sportives à l'école et quelles modalités retient-on à l'école pour quels élèves, pour qu'il puisse y avoir rencontre, expérience positive, plaisir et apprentissage pour chacun et chacune. Enfin, la dernière demi-journée portera sur la place faite au savoir du corps et sur le corps qui constituent des savoirs fondamentaux à développer dans le curriculum de formation de la maternelle à l'université des élèves et des leviers pour donner le pouvoir d'agir à tous. Un premier temps s'intéressera aux leviers permettant d'éduquer à une vie active à travers le cadre de la littératie physique. Un deuxième temps questionnera les conditions d'un climat motivationnel favorable aux apprentissages par un engagement de qualité dans la pratique physique par la connaissance de soi. Pour conclure, alors déjà, pardonnez-moi peut-être pour cette introduction un peu militante, peut-être un peu longue, mais c'est toujours au moment où on prononce le discours qu'on se rend compte de la prise, de la tonalité que l'on donne. Nous sommes ici chercheurs, formateurs, enseignants en INSPE ou dans des classes, parfois les deux, et nous sommes engagés dans le processus d'amélioration continue de nos formations auprès des étudiants, des collègues, des élèves, pour mieux faire réussir les élèves. Cette université d'été nous invite, au regard des enjeux précédemment identifiés, peut-être à questionner aussi l'identité professionnelle de nos futurs professeurs, qu'ils soient professeurs d'école ou professeurs d'éducation physique et sportive. Elle a pour objectif de nous faire réfléchir aux compétences à leur faire construire, pour leur permettre d'entrer dans la complexité du métier et surtout d'être préparés au public d'élèves tels qu'ils sont aujourd'hui, moins engagés dans la pratique physique et sportive, avec leurs propres normes, avec d'autres modalités de relations sociales. Car on le sait tous ici, connaître le public, c'est le préalable nécessaire pour la co-construction du projet, du parcours de formation, de l'émancipation de nos élèves. Il en est de même d'ailleurs pour nous, en tant que formateurs, auprès de nos étudiants ou de nos collègues enseignants. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une université d'été questionnante, enrichissante, et porteuse de développement professionnel. Alors, je reprends tout de suite la main pour introduire le premier temps de conférence qui va être suivi d'une table ronde et j'invite mes collègues à me rejoindre. Comme je l'avais précisé dans mon introduction, cet héritage social voulu qui est relatif à l'engagement des élèves dans un mode de vie sportif et actif s'est accompagné par les politiques publiques de tout un ensemble de dispositifs qui ont été implémentés, avec peut-être des visées propres à chacun, mais peut-être aussi des visées convergentes dans la finalité attendue, et notamment le savoir nager, le savoir rouler, comme savoirs fondamentaux et l'activité physique quotidienne. Alors, lors de ce temps de conférence, le regard sera plutôt celui d'une observation scientifique de ces dispositifs, notamment le savoir nager, le savoir rouler et la PQ. Et puis, dans un deuxième temps, après la pause, le temps de la table ronde portera plutôt sur un regard professionnel et institutionnel, et notamment sur les expérimentations qui ont été menées, projets d'école, projets d'établissement, autour des dimensions plurielles des JOP. Voilà, je présente très rapidement mes deux collègues, donc Léa Mekawi, doctorante en STAPS, Fanny Ringeau, doctorante en STAPS, et Thibaut Derenic, qui devrait nous rejoindre tout de suite en visioconférence. Je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous.
avant de commencer, déjà remercier aussi Nathalie et toute l'équipe d'organisation du comité scientifique pour l'invitation à cette école d'été. Peut-être Fanny ou Léa, si vous voulez vous présenter un peu plus dans le détail pour commencer. Oui. Alors, moi, je suis doctorante en STAPS sous la direction de Cécile Collinet sur la question de deux dispositifs, donc le savoir rouler à vélo et les 30 minutes d'activité physique quotidienne, depuis la sociologie de l'action publique. Donc, j'essaye de comprendre comment ces dispositifs et pourquoi ils ont émergé, comment ils ont été reçus par les acteurs intermédiaires, les acteurs de terrain, et comment ils sont développés. Donc, j'ai une analyse assez différente pour chacun des dispositifs du fait de leur temporalité de mon entrée en thèse en 2021. Et donc, sur le savoir rouler à vélo, j'ai jusqu'à été observer ce qui pouvait se faire en classe. Et pour les 30 APQ, je suis à une échelle beaucoup plus macro de la réception des dispositifs par les acteurs intermédiaires. Voilà, Léa, si tu veux. Léa Mekaoui, donc je suis actuellement doctorante au laboratoire UREPS de l'Université de Lille et aussi ATER à la Faculté des sciences du sport de l'éducation physique de Ronchin. Et mes travaux de recherche portent sur l'éducation aquatique des jeunes entre 6 et 12 ans à une échelle internationale et plus particulièrement aussi comment on peut utiliser ces espaces aquatiques comme espace pour la pratique d'activités physiques durables dans le temps. Alors, peut-être rapidement préciser avant que Thibaut se présente qu'on a des approches scientifiques relativement différentes mais qui se veulent complémentaires. Donc Léa et Thibaut travaillent beaucoup depuis le concept de littératie physique qu'ils vont vous présenter en détail et j'ai une approche autre, donc sociologique, et vous allez le comprendre au fil de notre intervention qui se veut en articulation. On a beaucoup travaillé ensemble pour cette présentation. Ok, vous m'entendez toujours? Vous voyez bien l'écran? Oui, vas-y, tu peux te présenter. Ok, oui, donc Thibaut Durini, donc comme l'a dit Nathalie avant, maître de conférence au STAPS d'Anglet à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et voilà, je travaille sur l'éducation à l'activité physique, l'éducation à la santé par la pratique d'une activité physique chez un peu tous les publics, mais avec plutôt un focus sur les scolaires. Donc le titre de la communication de la conférence, tout de suite, les dispositifs nationaux d'activité physique à l'école primaire, savoir nager, savoir rouler, et 30 minutes d'APQ, regard croisé sur les bénéfices, limites et perspectives. Alors, comme l'a rappelé Nathalie dans son discours d'introduction, on est sur l'héritage des sports, l'héritage des Jeux Olympiques. Il y a la Coupe d'Europe de football en ce moment, mais on aimerait commencer en distinguant le sport et l'activité physique, où le sport peut plutôt renvoyer à des valeurs de compétition, de hiérarchie, même si on peut éduquer par le sport. Mais nous, on va plutôt prendre l'angle de l'activité physique qui est plus accessible à tout le monde, qui a un côté davantage inclusif et qui peut répondre à des enjeux de santé pour toutes et tous. Donc voilà, donc on va plutôt parler d'activité physique que de sport. Alors l'activité physique, comment est-ce qu'on pourrait la définir? Ça renvoie à tous les mouvements corporels qui amènent à une dépense énergétique. Donc en fait, dès qu'on bouge, voilà, dès qu'on fait un mouvement, on produit de l'énergie et c'est cette production d'énergie qui amène à des bienfaits sur notre santé. Donc tous les mouvements vont être inclus dans nos propos. Cette dépense énergétique, cette activité physique, elle est située dans un contexte et donc dépend de nos modes de vie et elle peut être différente en fonction de là où on habite. Voilà, donc d'un côté, on a le sport performance, de l'autre, l'activité physique et la dépense énergétique pour C-Santé. Alors, le C-Santé, on y reviendra dans un instant, mais avant, un constat qui est un petit peu alarmant sur l'activité physique, et là plutôt l'inactivité physique dans le monde, où, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge en même temps, mais là en France, on est en couleur un peu orangé saumon, qui correspond à plus de 90% des adolescents et des adolescentes qui n'atteignent pas les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique. Donc on est à 90% en France. Dans le monde, on a 81% des adolescents et adolescentes qui sont inactifs. Si on regarde ici sur les petits graphiques en petit, que ce soit les garçons ou les filles, de 6 à 10 ans jusqu'à 15-17 ans, pour les deux sexes, on a une diminution de l'activité physique tout au long de l'adolescence. Donc voilà, un constat qui est alarmant et qui en plus s'aggrave tout au long de l'adolescence. Alors qu'on sait que l'activité physique a des bienfaits sur la santé à condition d'atteindre les recommandations de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, petit rappel sur ces recommandations, c'est un rapport entre une intensité, ici à droite, et une durée. Donc il faut être à 60 minutes
pour un adolescent, pour un mineur, on va dire, par jour, dans une intensité modérée ou intense. Vous avez ici une échelle des intensités qui va de quand on dort au comportement sédentaire, donc quand on est assis ou allongé, activité physique légère qui correspond à la marche, et la modérée et vigoureuse, la modérée et intense, les deux derniers niveaux de l'échelle, qui correspondent à une activité physique où on a une accélération du rythme cardiaque, où on transpire, ou lorsqu'on fait un footing, on a du mal à discuter avec celui qui est à côté. Voilà, c'est quand on a une activité physique donc modérée et intense plus importante. Et il faut passer pour un enfant, pour notre public scolaire, 1 heure par jour dans ces deux intensités les plus hautes. Pour un adulte, on est sur la moitié, c'est 30 minutes dans ces deux intensités les plus hautes. Concrètement, c'est-à-dire que si on fait une promenade avec les enfants et qu'on les fait marcher pendant 1 heure, on n'est pas dans les recommandations de l'OMS, puisqu'on est sur de l'activité physique légère. Et donc, une fois qu'on atteint ces recommandations de l'OMS, d'1 heure d'activité physique modérée et intense par jour pour les enfants et adolescents, on a des bienfaits sur les santé, qu'elles soient physiques, mentales ou sociales. Mais pas que. On a aussi, dans le contexte plus scolaire, des études qui montrent qu'il y a une plus-value de l'activité physique dans la réussite scolaire, des bénéfices pour les fonctions cognitives, et que c'est même un déterminant dans la lutte contre le décrochage scolaire, qui est une thématique d'actualité. Et l'école est soucieuse de ces enjeux. L'école a connaissance, normalement, de toutes ces problématiques d'inactivité physique, et investit déjà cette mission de promotion de la santé par l'activité physique. Alors pourquoi l'école ? Pour 2 principales raisons. La première, et c'est assez logique, c'est parce que l'ensemble d'une génération passe par l'école. C'est le seul endroit qui touche tous les enfants. Lorsqu'on va au club de sport, par exemple, on a le choix d'y aller ou pas. Alors que l'école, c'est obligatoire, tout le monde y va. Et la deuxième raison, c'est parce que l'adolescence est une période critique dans le décrochage d'activité physique. Vous voyez ici sur ce graphique qui reprend différents niveaux d'activité physique en fonction de votre âge, ici pour les garçons et ici pour les filles, vous avez la courbe d'activité physique qui diminue tout au long de la vie, mais surtout à la période un petit peu avant 19 ans. Là, vous avez une chute, peu importe votre niveau de départ, que vous soyez sur un niveau d'activité physique élevé au départ, là vous avez une chute, ou si vous avez un niveau d'activité plutôt faible au départ, vous avez une chute aussi. Alors vous avez globalement un rebond après, mais là que vous soyez un garçon ou une fille, vous avez un trou, un gap là dans votre niveau d'activité physique à la période de l'adolescence. Ce qui est également intéressant sur ce graphique, c'est que plus votre niveau d'activité physique est élevé au départ, si vous êtes par exemple dans la courbe grise ou noire, votre niveau d'activité physique va rester élevé à la fin de votre vie. Si vous êtes vert ou bleu au départ, vous restez dans un niveau d'activité physique, pareil chez les filles ici, qui est bas sur tout au long de votre vie. Donc il y a un enjeu à la fois d'investir ce moment où il y a une baisse d'activité physique, de l'enfance et de l'adolescence à l'école, mais aussi de faire bouger les enfants dès le plus jeune âge pour qu'ils soient dans les courbes plutôt grises et noires et qu'ils restent dans cette courbe grise et noire tout au long de leur vie. Alors l'école a toujours été soucieuse de cette thématique de promotion de l'activité physique, de promotion de l'activité physique, puisque un petit regard historique, dès 1866, Victor Duruy proposait des pauses de 10 à 15 minutes à l'école, qui ont rapidement, une trentaine d'années plus tard, été officialisées comme des récréations. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le détail, surtout ce ne sont que des exemples, il y en a plein d'autres, mais là on peut voir en 2020, savoir nager, aisance aquatique, savoir rouler à vélo, sont devenus des savoirs fondamentaux. 2022-2023, généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne. Voilà, on est toujours, depuis 1866, dans cette volonté de promouvoir la santé par l'activité physique à l'école. En sortie de Covid, on a mené une étude, on a appelé Prof de PS 2.0, sur les focalisations des enseignants de PS lorsqu'ils font leur enseignement. Et on avait pu identifier que 59% des enseignants de PS interrogés sont soucieux d'éduquer leurs élèves à un mode de vie actif tout au long de la vie, d'améliorer le bien-être des élèves et de leur transmettre des connaissances sur le fonctionnement du corps et des préconisations de la santé. Donc on voit que plus de la moitié des enseignants de PS sont soucieux de cette promotion de la santé par l'activité physique à l'école. Toutefois,
c'est ma dernière diapositive sur cette introduction. Toutefois, cette étude internationale de Regina Guttol, publiée dans The Lancet, une très grande revue scientifique, nous montre qu'entre 2001, c'est à chaque fois la première barre ici, bleu pour les garçons, saumon là pour les filles, et 2016, donc la deuxième barre, les niveaux d'inactivité physique sont restés globalement stables. Ce qui signifie que toutes les stratégies de promotion d'activité physique qu'on a menées entre 2001 et 2016 n'ont pas été efficaces. Ce qui amène à peut-être à repenser à la fois les dispositifs, mais aussi la manière dont on s'en saisit pour réussir ce challenge, cet enjeu de promotion de l'activité physique à l'école. Voilà, donc j'en ai terminé pour l'introduction. Fanny, je te laisse prendre la main sur la genèse. Je prends le relais et on fait un petit switch technique en parallèle, pendant lequel je vais vous parler de la genèse donc, de ces dispositifs. C'est 3 dispositifs, savoir rouler à vélo, aisance aquatique, aussi savoir nager, qui fait une continuité avec le savoir nager, 30 minutes d'activité physique quotidienne, sont souvent associés à l'échelle des formations d'acteurs éducatifs, comme c'est le cas aujourd'hui, à l'échelle des comités de pilotage qui se réunissent et qui souvent réunissent les acteurs extrascolaires et scolaires, ou encore au niveau de la communication politique. Pourtant, leur genèse est distincte. Et sans faire une histoire approfondie pour chacun des dispositifs, je propose de revenir rapidement sur les éléments qui expliquent ces politiques éducatives et qui peuvent ensuite expliquer les résonances qu'ils ont eues, plus ou moins favorables, auprès des acteurs éducatifs. Donc l'aisance aquatique et le savoir rouler à vélo débutent leur vie de politique éducative aux alentours de 2018. Ce sont des dispositifs caractéristiques de la politique sport à l'école, entamés sous le mandat de Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et celui de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui deviendra en cette période ministre déléguée dans le cadre de la fusion des 2 ministères. Il y a donc nécessité de construire une politique commune suite et en direction de cette fusion. L'aisance aquatique répond à un besoin de prévention des noyades et se développe donc dans une perspective sécuritaire en complément du savoir nager qui existe de longue date. Le savoir rouler à vélo, lui aussi, répond à un enjeu sécuritaire, comme l'illustre le fait que ce soit le comité interministériel à la sécurité routière qui participe à le développer, mais pas seulement. Et c'est d'ailleurs ce renouvellement des enjeux associés à l'apprentissage du vélo à l'école qui explique le passage de l'attestation de première éducation à la route, la PER, qui existe depuis 2002, à une manière d'aborder la question du vélo à l'école et de son apprentissage sous le prisme de nouveaux enjeux. Et comme le mettent en avant les plans vélo, donc le plan vélo de 2018, puis plus tard le plan vélo de 2023-2027, le savoir rouler à vélo répond d'enjeux de santé, donc de nécessaire mise à l'activité physique des enfants dans un contexte de sédentarité et d'inactivité physique croissante, et aux enjeux environnementaux, avec la nécessité de développer des modes de transport permettant de réduire notre empreinte carbone. Ces 2 dispositifs vont s'ancrer un peu plus en tant que politique éducative à travers la loi visant à démocratiser le sport en France du 2 mars 2022, qui participe à les inscrire dans le Code de l'éducation. La terminologie de savoirs sportifs fondamentaux les désignant alors doit permettre que soit donnée à l'éducation physique et sportive, l'EPS, discipline dans le cadre de laquelle sont enseignés ces savoirs, une plus grande place sur l'échiquier scolaire. Je rebondis sur ce qu'a dit M. Serfati ce matin sur la place de l'EPS dans le premier degré, alors très minime, en difficulté, comme il l'a dit, pour préciser peut-être ces difficultés au travers des déterminants qui fait que cette EPS n'est pas enseignée à hauteur des attentes institutionnelles. Donc il y a eu la question de la place de l'EPS en formation initiale comme continue, la remise en question de la place de l'EPS dans les concours de formation initiale, remise en question à la dernière réforme et suppression sur la réforme future. La même chose sur la formation continue avec la focale maths français et moins de temps laissé à la formation continue en EPS, et aussi la disparition progressive de postes de conseillers pédagogiques, ou du moins de spécialisation de ces conseillers pédagogiques sur l'EPS au travers la possession, moins de DEPS possèdent le CAFIPEM EPS. Et il y a aussi une modification des missions des conseillers pédagogiques EPS qui peuvent expliquer un petit peu cette mise en difficulté de l'EPS. Donc il me semblait important de préciser, de rebondir sur ce qui avait été dit ce matin pour préciser ces conditions. Donc ça permet de replacer le savoir nager et le savoir rouler à vélo comme savoirs sportifs fondamentaux et de mettre sur le devant de la scène la question de l'apprentissage et de l'éducation physique et sportive.
Ces dispositifs sont donc antérieurs aux 30 minutes d'activité physique quotidienne qui émergent plus tardivement et selon une autre histoire. Autour de 2020, donc dans un premier temps sous la forme d'une expérimentation et sur la base du volontariat des écoles, ce dispositif va être généralisé à la rentrée de 2022. Il est le résultat de la convergence d'un problème public, celui de la sédentarité et de l'inactivité physique des enfants et adolescents qu'a présenté Thibaut précédemment, et d'un contexte politique, celui de l'accueil des JOP à Paris en 2024, dont un mot a été dit précédemment aussi au sujet de l'héritage. Je précise rapidement, donc la question de la sédentarité et de l'inactivité physique des enfants va prendre une ampleur particulière dans la période qui précède la naissance du dispositif pour plusieurs raisons. Les effets des confinements liés à la crise Covid sur l'activité physique des enfants et adolescents, la publication d'études scientifiques qui mettent en lumière cette problématique, notamment de la part de l'OMS, avec une étude publiée dans The Lancet Child and Adolescent Health, dont les résultats vont être pas mal relayés dans les médias, notamment depuis un article du Monde, puis par effet boule de neige dans une pluralité de médias, et plus spécifiquement au niveau français, avec les conclusions posées par l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, l'ONAPS. Ces conclusions ne vont pas rester confinées dans la sphère scientifique, mais font l'objet d'une publicisation sur différentes sphères médiatiques, politiques, publiques, notamment au travers de l'action d'entrepreneurs de cause. Pour n'en citer qu'un, on peut penser au médecin cardiologue François Carré, qui est entendu sur différentes scènes. Donc, parallèlement à la mise à l'agenda de ce problème public, se pose dès 2017 la question de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont se tenir à Paris en 2024. Quelques mots sur cette notion d'héritage. Depuis quelques décennies, les travaux scientifiques mettent au jour que l'accueil d'un grand événement sportif international participe difficilement au développement économique, social du territoire hôte. Et ces résultats interrogent, notamment au regard des dépenses publiques lourdes liées à l'événement. Par ailleurs, les événements comme les JOP sont de plus en plus contestés par l'opinion publique. Et donc, à travers la notion d'héritage, qui existe dans les textes depuis la fin des années 1990 et s'incarne un peu plus concrètement dans les programmes d'accompagnement depuis Londres en 2012, il s'agit de justifier les coûts de ce type d'événement et d'en légitimer l'utilité dont la portée sociale et culturelle interroge. On aborde généralement l'héritage sous 3 dimensions, économique, sociale, environnementale. Et donc les réflexions autour de l'héritage social de Paris 2024, dès la phase de candidature, vont porter sur l'augmentation du nombre de pratiquants-pratiquantes et la mise en mouvement de la population. Donc finalement, c'est le COJOP qui va être à l'origine, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui va être à l'origine de cette mesure, après un processus de benchmarking, donc visant à aller voir les pratiques dans d'autres pays, notamment européens, et en collaboration avec le collectif de médecins pour une France en forme, où siègent les médecins Martine Duclos, François Carré ou encore Michel Simès, la décision est prise donc de porter ces 30 APQ, ce dispositif 30 APQ qui fait écho à des initiatives ayant eu lieu sur les territoires éducatifs, donc soit lancées par exemple par l'inspection dans le cadre de l'Académie de Créteil au travers du dispositif Commence ta journée en bougeant, mais aussi par des acteurs sportifs. Je pense par exemple au dispositif Bouge ta classe du Stade Rennais. Donc on a un dispositif promulgué au niveau national, mais qui fait écho à des initiatives qui émergent aussi dans les territoires. Donc cette mesure va être adoptée par le gouvernement comme l'une des mesures clés du projet héritage, et par la suite on entendra que c'est l'une des 2 mesures phares avec la baignabilité de la Seine. Et donc à l'aube de la campagne présidentielle de 2022 va être adoptée par le président lui-même qui en annonce la généralisation à l'ouverture de sa campagne, non sans faire d'amalgame puisqu'il plaide la généralisation de 30 minutes de sport. Et c'est tout le sujet aujourd'hui de préciser un petit peu de quoi ce que contiennent ces 30 minutes, ces 30 APQ et les objectifs auxquels on les attache. Donc, peut-être un dernier élément avant de conclure sur cette partie sur la genèse. On me fait part à plusieurs reprises au cours de mes entretiens donc menés avec des acteurs politiques, intermédiaires et de terrain, plus ou moins explicitement que le choix 30 APQ a été fait pour des raisons de communication politique. Donc il fallait un message clair, type 5 fruits et légumes par jour, qui marque l'esprit des Français et des Françaises et qui fait valoir l'idée de l'héritage social. Et on me précise aussi au plus haut niveau de l'État que la revalorisation des heures d'EPS n'aurait pas eu la même résonance médiatique. C'est donc l'histoire de ce dispositif, et si je vous parle aujourd'hui du développement qui se réalise sur fond de communication politique, dont témoignent par la suite différentes initiatives comme celle de l'équipe de France des 30 APQ, c'est qu'il permet de comprendre la réception initiale du dispositif par les acteurs éducatifs. Donc notamment, je pense aux conseillers pédagogiques départementaux, EPS, les acteurs intermédiaires que j'ai pu rencontrer, nombreux, qui ont au premier abord une certaine réticence à participer au déploiement de ce dispositif. Sans revenir plus profondément ici sur cette opposition, on peut tout de même souligner que la corporation aurait préféré voir en héritage des Jeux une revalorisation de l'EPS.
On pourra revenir sur cet historique dans la discussion, mais pour notre présentation, l'idée est de dépasser ces oppositions et de réfléchir à comment les 30 APQ ont été mises en œuvre dans les écoles et sur les territoires, ainsi que le savoir rouler à vélo et l'aisance aquatique. Donc mon rôle dans un second temps, ouais, tu peux passer directement à l'autre. Mon rôle dans un second temps, c'est de vous montrer le résultat de certaines appropriations des 30 minutes d'activité physique des 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles. Donc l'originalité du dispositif par rapport à un grand nombre de politiques éducatives est de présenter une grande souplesse dans la mise en œuvre. La logique constitutive du dispositif est de mettre en mouvement les enfants, de mettre du mouvement dans leur quotidien, quelle que soit l'occasion. Donc les occasions, c'est à la fois en classe, sous la forme de pause active ou d'apprentissage en mouvement, dans le cadre des récréations, ce pourquoi ont opté nombreux des acteurs éducatifs qui ne trouvaient pas de place pour mettre en œuvre ce dispositif dans un emploi du temps déjà bien chargé. Et donc voilà, on a ces caractéristiques de ce dispositif, cette souplesse-là, et ce qui accompagne ces modalités de mise en œuvre, ces différents outils et ressources. Donc le kit matériel, cofinancé ANS et Paris 2024, qui a été distribué à toutes les écoles, les fiches académiques, donc je pense aux fiches ressources sur la base de verbes d'action de l'Académie de Créteil, courir, sauter, danser, lancer, et celles qui ont été construites a posteriori, les fiches rugby et les fiches hand. Donc il y en a aussi comme ça dans plusieurs académies, notamment celle de Toulouse sur lesquelles on reviendra, et des ressources d'autres partenaires comme les ressources de l'UCEP sur les jeux d'antan. Donc toutes ces ressources sont disponibles sur le site de Paris 2024 et on pourra revenir aussi dans la discussion sur l'endroit, le lieu sur lequel les acteurs peuvent se procurer ces ressources-là et sur ce qu'elles deviendront donc après Paris 2024. Ouais. Comme je l'ai dit, tout temps devient opportun pour mettre en œuvre le dispositif, donc celui de la venue à l'école, de la classe, de l'apprentissage et des récréations. Ici, un exemple dans l'Académie de Créteil. Je remercie pour les différentes vidéos qui vont passer, la CPD EPS de l'Académie, Virginie Collin, qui m'a permis de les utiliser en support. Donc c'est des supports qu'elle utilise en formation continue 30 APQ. Ici, c'est l'utilisation des fiches de la DASOP, donc la fiche chauttée sur les élastiques. Tu peux lancer la vidéo. Et donc un coin est réservé dans la cour de récréation pour les enfants qui mettent en autonomie, qui mettent ces fiches en autonomie, qui mettent en œuvre en autonomie ces fiches dans la cour de récréation. Avec un élève référent ou une élève référente qui va se saisir de la fiche, un peu fiche recette, qui est difficilement lisible et applicable et qui va mettre en œuvre, proposer à ses camarades volontaires uniquement ces fiches. La suite, c'est sur l'apprentissage en mouvement. On voit souvent des initiatives autour de l'apprentissage des maths ou des langues. Ici, tu peux lancer, c'est sur l'apprentissage d'une langue, donc en l'occurrence l'italien. Les élèves ont une fiche de liste de courses et courent vers leurs camarades pour aller chercher ce dont ils ont besoin en prononçant le mot dans la langue en question. Aussi. Et là, une dernière vidéo, on peut penser que c'est sur une transition entre récréation et temps de classe, où l'enseignante donne des noms de couleurs en anglais et les élèves réinvestissent ce qu'ils ont potentiellement vu dans un cadre un peu plus traditionnel, dans un cadre ici actif. Donc, ce que j'ai pu observer, c'est que de nombreuses ressources et de nombreuses formations au 30 APQ ont initialement pris cette forme-là, la transmission et le partage d'expériences, la transmission d'exemples et le partage d'expériences. Et ça pose un petit peu la question de la place de la pédagogie dans les formations. Et ce que le concept de littératie physique pourrait accompagner, pourrait être une base théorique à l'explicitation de ce que sont les 30 APQ et de ce qu'ils peuvent apporter. Avant de passer le relais, peut-être une dernière chose sur l'évolution de ce dispositif. Donc initialement, comme je l'ai dit, il visait à mettre en mouvement les élèves pour des questions de santé et était porté autour du dispositif l'idée qu'il n'est pas porteur d'apprentissage, que ce soit d'apprentissage moteur spécifique, ni qu'il n'y a pas de transmission culturelle sportive au travers de ce dispositif. On va voir que le discours s'est progressivement transformé et que aujourd'hui, la façon de voir le dispositif rattache aux 30 minutes d'activité physique quotidienne certains apprentissages que mes collègues préciseront.
Merci Fanny. Donc on va passer maintenant au deuxième dispositif de cette présentation qui s'intéresse plus particulièrement à l'éducation aquatique, donc à savoir 2 dispositifs actuellement présents dans nos programmes scolaires, celui de l'aisance aquatique et celui du savoir nager. Depuis tout à l'heure, et Thibault l'a bien rappelé en introduction, on est face à un grand problème sanitaire, celui de l'inactivité physique et de la sédentarité. Parmi l'ensemble des activités physiques qui nous permettent de pallier à ces problèmes de sédentarité, on peut retrouver notamment les activités aquatiques. Ces activités aquatiques telles que la natation, le surf, le canoë, toutes ces activités physiques qui se pratiquent dans, sur et autour de l'eau sont des activités qui sont favorisées par nos jeunes Français et nos jeunes Européens. Ils sont même à la 4e place du ranking des activités physiques pratiquées. Donc ces activités physiques aquatiques, elles ont des bénéfices pour la santé, donc on le sait, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elles ont plus de bénéfices encore que les activités qui se pratiquent sur Terre, notamment de par leur valeur plutôt inclusive. Toutefois, s'engager dans les activités aquatiques parfois peut amener à certains accidents, notamment les accidents de noyade, ce qui nous amène à un deuxième enjeu, celui de la prévention des noyades. Et c'est dans ce cadre-là que les 2 dispositifs, celui de l'aisance aquatique et celui du savoir nager, ont été mis en place en France. Concernant ces accidents de noyade, juste pour faire un petit aparté, ces accidents de noyade en Europe, ça représente 23 000 décès par an, ce qui représente un décès toutes les 20 minutes. Et une chose aussi qui est très alarmante, c'est que la population qui est la plus à risque face à ces accidents de noyade, ce sont les enfants qui ont entre 5 et 14 ans, puisque c'est la 2e cause de décès par accident non intentionnel en Europe. Si vous regardez ici à votre gauche, c'est la représentation des taux d'incidence au regard des accidents de noyade en Europe. On peut voir que nous, la France, on est à 1,5 décès pour 100 000 habitants. On est légèrement au-dessus de la médiane européenne. Et pourtant, on est le seul pays au monde à avoir un programme de savoir nager obligatoire pour tous les élèves. Donc on pourra re-questionner cette place, cette pertinence de notre curriculum aquatique, tel qu'il est proposé au sein de l'éducation nationale, au regard de ces rapports épidémiologiques. Donc si on regarde un peu le curriculum aquatique tel qu'il est proposé en France, on peut voir qu'il est séparé en 2 parties. Une première partie qui est plutôt, qu'on appelle aisance aquatique, qui est à destination plutôt des enfants qui sont au 1er et au 2e cycle, donc entre 4 et 6 ans. Et ensuite, une attestation qui s'appelle l'attestation du savoir nager en sécurité, qui est proposée et qui doit être priorisée lors du cycle 3, mais qui peut être validée tout au long de la scolarité. Cette attestation de savoir nager en sécurité, elle permet d'accéder et de développer ses compétences aquatiques dans 3 champs d'apprentissage. Le champ d'apprentissage 1 avec le développement de la performance, notamment dans le milieu aquatique. Le champ d'apprentissage 2 dans le développement et l'adaptation à des milieux aquatiques variés. Mais on peut aussi le ranger dans le champ d'apprentissage 5 pour pouvoir utiliser ces compétences aquatiques comme moyen de développement et d'entretien de la vie physique. Je vais vous présenter brièvement ces deux attestations qui sont proposées au sein de l'éducation nationale. Donc celui-ci, c'est celui de l'aisance aquatique. Donc, il est dirigé par la circulaire du 28 février 2022 et il est décomposé en 3 paliers qui permettent d'aider les enseignants, les intervenants en aisance aquatique à pouvoir construire ces compétences aquatiques en vue d'obtenir par la suite l'attestation de savoir nager en sécurité. Il est même considéré, selon la circulaire, comme un objet d'enseignement incontournable que tous les élèves, même non nageurs à n'importe quel âge, doivent acquérir. Donc ce test, je vous le lance, je vais vous le présenter rapidement avec les différentes tâches. C'est des tâches sur lesquelles on pourra revenir par la suite. Donc à savoir que ce test, il peut être réalisé avec ou sans matériel de flottaison. La première tâche dans ce test, c'est une entrée dans l'eau qui se fait par les pieds. Donc ici, on a un saut depuis le plot. À la suite de cette entrée dans l'eau, on va demander aux élèves de réaliser une sustentation verticale, la tête hors de l'eau pendant 5 secondes. Puis on va leur demander de réaliser une flottaison dorsale pendant 5 secondes avec un bassin à la surface de l'eau. Une fois cette flottaison réalisée, on va leur demander de réaliser un parcours, une propulsion sur 20 mètres dans la nage de leur choix. Et enfin, la dernière partie de ce test, il est demandé aux élèves de s'immerger sous un obstacle. Donc ça peut être, là par exemple, cet obstacle est matérialisé par une ligne d'eau, ça peut être matérialisé par un matelas flottant, etc. Donc voici le premier test qui doit être priorisé au second cycle. Une fois que les élèves arrivent au cycle 3, il est demandé aux enseignants de les amener vers la validation de l'attestation de savoir nager en sécurité.
Cette attestation de savoir nager en sécurité, elle est délivrée par les chefs d'établissement ou le directeur de l'école, signée par le professeur des écoles ou le professeur de PS, et est inscrit au livret scolaire unique de l'élève. Ce test, il est organisé de la manière suivante. C'est un parcours moteur, sans reprise d'appui, qui doit se réaliser absolument sans lunettes, mais qui ne possède aucune contrainte de temps. À la fin de ce test, il est également demandé aux enseignants de poser des questions aux élèves dans 3 champs de connaissances. Des connaissances sur la personne à alerter en cas d'accident, sur les règles d'hygiène lorsque l'on accède à des accès de bain, ou alors les environnements ou les pratiques lors desquelles l'attestation de savoir nager est nécessaire. Donc ici, une fois encore, vous avez le test qui débute cette fois-ci non pas par un saut en avant, mais par une chute en arrière, enchaîné par un déplacement de 3,50 m pour accéder à un obstacle d'1,50 m qui doit être réalisé en totale immersion, puis un déplacement ventral de 20 mètres. Et lors de ces déplacements ventrales, l'enseignant va donner un signal sonore à l'élève. Et durant ce signal sonore, l'élève va devoir réaliser une sustentation verticale, non pas de 5 secondes cette fois-ci, mais de 15 secondes, avec la tête à la surface de l'eau. Une fois cette sustentation réalisée, on va demander à l'élève de terminer son parcours pour arriver à la fin de la longueur. Et comme aucune reprise d'appui n'est autorisée dans ce test, on va lui demander de faire une rotation sur place. Une fois encore, il doit parcourir cette distance, cette fois-ci obligatoirement sur le dos. Et une fois encore, l'enseignant, sur ce parcours dorsal, va donner un signal à l'élève, lors duquel il va devoir réaliser une flottaison dorsale pendant 15 secondes, en essayant de bouger le moins possible. Une fois cette flottaison dorsale réalisée, l'élève continue son parcours sur le dos pour arriver une fois encore jusqu'à l'obstacle qu'il a franchi sur la première longueur. Une fois encore, une immersion totale d'1,50 m. Et enfin, le test se termine par un ancrage à un point solide. Donc maintenant que ces 2 dispositifs vous ont été proposés, on va essayer de discuter quelle est la pertinence du curriculum qui est certifié par ces 2 tests, ce test de passe nautique qui est proposé pour les enfants de 4 à 6 ans et l'ASNS qui est proposé pour ceux qui sont un peu plus vieux, est-il pertinent au regard de notre population française? Il y a un très grand chercheur sur l'éducation aquatique qui s'appelle Robert Stallman qui a dit en 2008 « Si on voulait proposer une éducation aquatique de qualité, alors il faudrait que les causes de noyade dirigent la manière d'enseigner la natation, mais également ce que les élèves doivent apprendre. » Pour pouvoir enrichir son propos, on va essayer d'aller voir cette fois-ci ce qu'il se dit derrière les causes de noyade en France. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté les résultats européens, voici les résultats français. En 2019, les noyades représentaient 864 décès, soit 2 décès par jour. Et vous pouvez voir qu'il y a une surreprésentation de la population masculine, contrairement à la population féminine, et ça, on pourra en discuter si vous le souhaitez à la suite. Mais c'est également la première cause de décès chez les enfants de moins de 14 ans par accident non intentionnel. Si on s'intéresse maintenant aux différentes causes de noyade, donc vous pouvez voir ici, vous avez sur le graphique, j'espère que vous voyez, oui, sur le graphique, vous voyez en fonction des âges les différentes causes. Si on s'intéresse aux enfants qui ont moins de 5 ans, on peut voir qu'il y a 2 principales causes. La première, c'est le manque de surveillance de la part des parents. Et la seconde cause, c'est le manque de compétences aquatiques des élèves ou le manque de reprise de compétences à la suite d'une chute qui, la plupart du temps, est habillée. Si on s'intéresse maintenant à la population des 6-12 ans, on peut voir une fois encore qu'on a un tiers des noyades qui sont causées par un manque de compétences aquatiques, un tiers qui est dû à un manque de surveillance de la part des parents. Mais on a une troisième cause qui rentre en jeu, c'est la non-capacité à se sortir d'une situation lorsqu'il y a du courant ou lorsque l'élève est épuisé, ou l'enfant est épuisé. Et plus on va augmenter dans les âges, plus la part de causes dues à un manque de compétences aquatiques va se réduire, mais c'est plutôt l'utilisation de ces compétences dans des environnements variés, ou une prise de risque qui est trop élevée par rapport à ses propres compétences qui va arriver. Et enfin, sur la dernière, sur l'âge, sur les personnes âgées de plus de 65 ans, cette fois-ci, on va plutôt avoir des problématiques sur les maladies, ou alors des malaises ou des AVC qui vont causer ces noyades. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 3 principales causes qui dépendent en fonction des âges. Un manque de compétences aquatiques,
ou alors un manque de transfert de ces compétences qu'on apprend dans un milieu que nous on appelle fermé, la piscine, vers un milieu qu'on appelle ouvert, le milieu naturel. Soit on a un manque de compétences, de ses propres compétences, qui nous amène à nous engager dans des situations à risque, ou alors on a un manque de connaissance de l'environnement. Parmi les moyens de prévention contre ces accidents de noyade, l'OMS propose différents plans, et l'un de ces plans, c'est l'amélioration de la qualité de l'éducation aquatique. Dans nos programmes, donc on va faire un petit tour dans l'histoire. Peut-être que vous connaissez ce reportage Ding Dang Do, peut-être que vous l'avez déjà étudié lorsque vous étiez étudiant. C'est une première expérimentation qui a été faite dans les années 70, qui a été filmée, et qui permet de montrer une progressivité dans l'enseignement de la natation chez les élèves. D'abord le corps flottant, le corps projectile, le corps propulseur. Et à la fin de ce XXe siècle, on a vraiment des chercheurs qui commencent à utiliser cette éducation aquatique comme un objet de recherche au regard des rapports épidémiologiques mondiaux. Comment la recherche pourrait nous permettre d'enrichir les compétences et la manière dont on enseigne ce savoir nager afin de pouvoir réduire ces accidents de noyade. Les premiers chercheurs à vraiment utiliser cette éducation aquatique comme objet de recherche, ce sont Langendorfer et Bruyat, des Américains, qui ont écrit un premier livre scientifique qui s'appelle Aquatic Readiness. Et Aquatic Readiness, si on devait le traduire à l'heure actuelle, on le traduirait en français par aisance aquatique ou par familiarisation. Donc vous pouvez voir que cette aisance aquatique, à l'échelle internationale, elle n'est pas nouvelle. Il y avait même le professeur Schobel, qui était l'enseignant de Raymond Cateau, qui en parlait déjà dans les années 1940. Puis, à la suite de ce livre et de ce travail de Langendorfer et Bruyat, il y a de grandes équipes internationales qui se sont rassemblées pour pouvoir essayer de lister l'ensemble des contenus réels que les élèves devaient apprendre pour se sortir d'une situation de noyade. L'un des projets les plus connus dans la recherche à l'international, c'est le projet KenSwim, qui rassemble des enseignants, le professeur Stallman de Norvège, des enseignants aux États-Unis, Lisa Kwan, des enseignants en Nouvelle-Zélande, Kevin Moran. Et ensemble, ils ont travaillé sur ces rapports épidémiologiques. Dans une revue systématique qu'on a réalisée avec Monsieur Schnitzler ici présent et Monsieur Potvin il y a quelques années, on est allé s'intéresser aux programmes d'intervention qui existaient dans la littérature au regard de l'amélioration des compétences, notamment chez les 4-6 ans. Et quand on regarde la manière dont sont construites les interventions pour ces 4-6 ans, on se rend compte qu'elles sont toutes cadrées par le même cadre théorique, le cadre théorique des water competences, donc des compétences aquatiques. Ce cadre théorique, il a été développé par Stallman et collaborateurs en 2017, à la suite d'une étude pour aller analyser plus finement l'ensemble des rapports épidémiologiques mondiaux. Et à la suite de cette analyse des rapports épidémiologiques, ils en ont découvert 15 compétences qu'un élève ou qu'une personne devait posséder afin de pouvoir s'engager de manière sécuritaire dans le milieu aquatique. Parmi ces 15 compétences, on retrouve notamment des compétences des habiletés motrices, par exemple la capacité à entrer dans l'eau, la capacité à respirer, à contrôler sa respiration, à réaliser un surplace, à s'orienter, à se réorienter, à se propulser sur le ventre, sur le dos, sur le côté, mais également à nager sous l'eau ou à sortir de l'eau. Donc ce sont réellement des habiletés motrices. En plus de ces habiletés motrices, on retrouve également des capacités d'adaptation à des environnements divers ou à des situations diverses. Par exemple, on retrouve la capacité à porter un gilet de sauvetage une fois qu'on est dans l'eau. La capacité à nager habillé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une majeure partie des noyades qui sont dues à la chute sont dues également à un manque de reprise de nage parce que l'enfant n'a pas appris à nager habillé. On a également la capacité à s'adapter aux milieux variés. Donc ici, vous avez une petite vidéo qui a été faite dans l'Académie de Corse avec les élèves de Cyril Albertini, où il essaye de reproduire cet environnement naturel au sein d'une piscine et qui essaye de développer ses capacités d'adaptation auprès de ses élèves. Et on a également des compétences à faire face à des scénarios de noyade ou à prendre des décisions en cours d'action. Et enfin, les 4 dernières compétences, ce sont plutôt des connaissances, des attitudes, des compétences psychologiques qu'il faudrait développer. Parmi celles-ci, on peut avoir par exemple la connaissance des dangers qui peuvent se trouver autour d'un plan d'eau. On peut retrouver aussi la capacité à évaluer ses propres compétences. Si vous regardez ici au milieu, l'étude de Murcia et Pérez en 2008, elle vise à aller mesurer le niveau de compétence, de connaissance de soi des élèves, notamment âgés entre 4 et 6 ans,
et ensuite aller mesurer ses compétences en piscine. Donc l'élève doit se situer, est-ce que je suis plutôt comme cet enfant-là, comme cet enfant-là, comme cet enfant-là? Et ce qu'ils ont montré dans cette étude, c'est que plus les enfants sont jeunes et moins ils ont une capacité à s'auto-estimer qui est correcte. On retrouve également la capacité à reconnaître et à assister une personne en situation de noyade. Et enfin, toutes les valeurs et les attitudes lorsqu'on se trouve autour d'un plan d'eau. Sur la droite, vous avez aussi un exemple, par exemple, d'un programme d'intervention qui se fait auprès des 4-5 ans avec la Croix-Rouge américaine, dans lequel les enfants doivent retrouver les situations où ils pourraient se trouver à risque parce qu'ils sont seuls à côté d'un plan d'eau. Il y a un slogan qui est très utilisé à l'international qui dit « Always swim with your buddy », donc nage toujours avec ton ami, ne nage jamais seul. Donc au final, on peut voir qu'on a des compétences qui sont plutôt d'ordre motrice, des compétences qui sont plutôt d'ordre psychosocial et des compétences plutôt cognitives. Et on reviendra un peu là-dessus par la suite. On va revenir maintenant à nos tests. On va essayer de voir est-ce qu'il y a une cohérence entre les tests, la manière dont on évalue nos élèves en France face à ce qu'on a retrouvé dans la littérature. Donc ça, c'est les résultats d'une étude qu'on avait réalisée en 2019 où on a été comparer l'ensemble des tests de savoir nager qui existaient dans le monde. Donc premier point à mettre en avant, on est le seul pays au monde à avoir un test de savoir nager obligatoire pour tous les enfants de France. Donc ça, c'est un point à mettre en avant. Il y a des pays dans lesquels il y a un test, la Norvège et la Croatie, mais ce test n'est pas obligatoire. Elle dépend des installations, des infrastructures que les élèves peuvent avoir. Par contre, il y a une chose qui fait consensus, c'est que tous ces tests enchaînent des tâches, et principalement des tâches du modèle que je viens de vous présenter. Quelque chose qui est encore discutable, c'est la manière d'évaluer. Oui, j'ai réussi, non, je n'ai pas réussi. Entre un enfant qui passe tout juste le test parce qu'il a réalisé 15 secondes et 10 dixièmes de surplace et un enfant qui est capable de faire un surplace pendant 3 minutes, il n'y a pas la même capacité, il n'y a pas les mêmes compétences. Donc ça, c'est encore discutable. Par contre, on peut retrouver, là, dans nos deux tests, vous voyez les différents contenus moteurs qui sont évalués, qui collent plus ou moins au modèle de Stallman. Mais si on voudrait essayer de dépasser un peu ces tests, on pourrait aller encore plus loin pour encore prévenir davantage les noyades. On pourrait par exemple essayer d'enseigner aux élèves aussi à sortir de l'eau. C'est bien de savoir y rentrer, mais si on ne sait pas en sortir, c'est là où il y a des soucis. On peut également essayer d'enseigner aux enfants à savoir nager habillés, à transférer les compétences d'un milieu fermé à un milieu ouvert, à évaluer ses propres compétences ou à essayer d'évaluer les risques qui peuvent survenir. Donc là, on a parlé du contenu, mais si on parlait de la manière d'enseigner. Donc il y a de nombreux livres en France sur comment apprendre, quelles sont les étapes. Donc par exemple, on peut retrouver ceux de Raymond Cateau, Serge Durali, Laurent Fouchard, Nathalie Gall-Petitfaux. Quand on arrive sur du niveau un peu plus expert, on pourra retrouver Patrick Pelayo, Pedro Letti. Et une fois encore, je vais revenir à cette revue systématique. Dans cette revue systématique, on a également été chercher la manière dont les programmes d'intervention avaient été mis en place. On est allé voir d'abord les programmes d'intervention auprès des parents. Comme on l'a montré précédemment, il y avait une grosse part des noyades chez les moins de 5 ans qui était due à un manque de vigilance. Donc il y a des programmes spécifiques pour apprendre aux parents à surveiller leurs enfants. On a des programmes spécifiquement pour les enfants et on a des programmes qui combinent l'éducation chez les enfants et chez les parents. Donc ces interventions, elles comparaient par exemple un apprentissage en petite profondeur versus un apprentissage en grande profondeur. Un apprentissage avec du matériel versus sans matériel. Avec de la pédagogie de la découverte versus pédagogie directive. Pédagogie du jeu versus pédagogie traditionnelle. Ou encore enseignement massé, enseignement distribué. Sachez que l'ensemble de ces méthodes pédagogiques ont eu un impact réel sur les compétences des élèves. Elles ont augmenté leurs compétences aquatiques. Toutefois, il n'y avait aucun résultat significatif qui mettait en avant une méthode meilleure qu'une autre. On a une diversité de méthodes pédagogiques et c'est ce qu'il faut essayer de valoriser. Donc pour faire la synthèse de ce petit discours sur les compétences aquatiques, d'un point de vue moteur, on peut voir qu'on colle plus ou moins au modèle de Stallman, même s'il y a encore certaines compétences qu'on devrait développer, les connaissances, les capacités d'adaptation. D'un point de vue du modèle pédagogique, il n'y a pas de consensus dans la recherche,
Mais on a la chance en France d'avoir cette liberté pédagogique qui nous permet d'utiliser la pédagogie qu'on le souhaite. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut essayer, continuer à travailler, c'est diversifier. Et s'il y avait un message à retenir de cette présentation, c'est qu'il est important de faire vivre aux élèves des expériences variées afin de pouvoir impacter à la fois leur motivation, mais également le plaisir qu'ils prennent à pratiquer dans le milieu aquatique. Le plaisir qu'ils prennent pour qu'ils puissent revenir et avoir envie d'apprendre davantage, pour 2 enjeux, celui de la prévention des noyades, mais également pour qu'ils prennent plaisir et utilisent ces activités aquatiques comme des activités pour pouvoir pallier à ce problème d'inactivité physique. Et faire du milieu aquatique le terrain de jeu d'une pratique physique durable. Et j'en ai terminé. Alors, je vais essayer de reprendre la main sur la 4e partie, le savoir rouler à vélo. Ah. Oui, pardon, j'ai interrompu les applaudissements de Léa. Donc, sur la 4e partie, le savoir rouler à vélo, Léa, est-ce que tu peux basculer sur la slide suivante, s'il te plaît? Voilà, donc en fait, on a essayé de construire les dispositifs par rapport aux enjeux. Donc là, on a à nouveau l'enjeu de mise en mouvement, celui de sécurité également dont Léa a parlé, mais un enjeu d'écologie qui se rajoute. Alors si on les prend un peu plus dans le détail sur pourquoi le savoir rouler à vélo a été mis en place, donc une mise en mouvement dans le sens où souvent quand on demande aux personnes pourquoi ils ne font pas d'activité physique, la première réponse qu'ils nous donnent c'est j'ai pas le temps, on n'a pas le temps, il y a la famille, il y a le travail, voilà, j'ai pas le temps pour faire de l'activité physique, c'est secondaire dans mon emploi du temps. Et en fait, le vélo, le transport actif, est un moyen d'allier ce manque de temps avec la nécessité de pratiquer une activité physique quotidienne. C'est-à-dire que c'est une activité, une opportunité qui permet d'optimiser son temps, puisque en même temps je me déplace et je réalise mon activité physique quotidienne. Donc voilà, ça c'est le premier enjeu de mise en mouvement. Le deuxième enjeu de sécurité, parce que si on regarde les statistiques, on avait 8% d'accidents graves et mortels en 2016, et en 2021, on a 16%. Donc les gens font de plus en plus de transport actif, mais de fait qu'ils en fassent plus, il y a beaucoup plus d'accidents. Donc il y a un enjeu de sécurité qu'il faut combler. Ces accidents, ils ont lieu, tout comme pour la natation, essentiellement chez les garçons, mais il y a aussi une divergence au niveau géographique, puisqu'ils sont essentiellement en milieu urbain. Et enfin, un troisième enjeu, celui de l'écologie, puisque la pratique du vélo permet de transformer le mode de vie urbain, notamment, en y réduisant la pollution et en y réduisant le bruit, pour que ces environnements soient plus sains pour toutes et tous. Voilà, pour les enjeux du savoir rouler, Léa, si tu peux passer, s'il te plaît. Alors, je vais rentrer moins dans le détail du savoir rouler à vélo que Léane l'a fait sur les anses aquatiques et le savoir nager, puisque sur le site du ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, sport.gouv.fr, vous avez essentiellement, il est très riche. Il y a vraiment beaucoup d'informations, donc je vais vous les présenter rapidement, sans rentrer dans le détail qu'a pu vous proposer Léa. Alors, la première chose qu'on trouve quand on lance le site, c'est une citation, une phrase d'accroche. Le savoir rouler à vélo permet aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l'entrée au collège. Donc il y a cette idée de réelle autonomie, de permettre à l'élève d'aller de chez lui jusqu'au collège à vélo. Pour cela, la formation, elle dure 10 heures. Elle est composée en 3 étapes. Devenir autonome, pratiquer quotidiennement. Non, et ça, c'était les 3 enjeux. Donc elle est sur 10 heures. Donc les 3 étapes, c'est sur la diapo d'après. Voilà, les 3 étapes. Savoir pédaler, savoir circuler, savoir rouler à vélo. Alors, il y a le détail juste en dessous. La première étape du savoir pédaler, c'est les fondamentaux moteurs du vélo. C'est le bon équilibre, la conduite, le pilotage du vélo, pédaler, tourner, freiner. La deuxième étape, sur le savoir circuler, c'est plutôt relatif à la mobilité en milieu sécurisé, c'est-à-dire à l'interaction qu'on va avoir avec le groupe. Qu'on soit plusieurs vélos, donc entre les vélos, entre le vélo et les piétons, entre le vélo et les autres voitures, bref, entre tous les usagers sur la route. Et pour ça, là, cette deuxième étape, elle passe par la découverte des panneaux de circulation et du code de la route. Enfin, la troisième étape,
savoir rouler à vélo, c'est tout simplement la mise en situation réelle des 2 premières étapes dans un contexte de voie publique pour s'approprier les différents espaces de pratique, c'est-à-dire identifier où sont les pistes cyclables pour pouvoir les investir en situation réelle. Alors, là, 3 petits slides pour vous présenter les ressources qui sont sur le site du ministère qui peuvent aider les enseignants, les professeurs des écoles pour enseigner ce dispositif. Alors, la première, qui est vraiment très facilement mise en avant, c'est celle du livret pédagogique. Donc, si vous regardez la partie à gauche, vous avez d'abord un petit livret ici où l'enfant il peut coller sa photo, mettre son nom, son prénom, bref, toutes ces informations. Puis, vous avez 3 pages qui correspondent chacune à un bloc du savoir rouler, donc le savoir pédaler, le savoir circuler et le savoir rouler à vélo, avec toutes les étapes nécessaires que l'enfant doit valider. Voilà, validation par l'intervenant écrit juste en dessous de chaque bloc, au-dessus des compétences, à cocher à la fin des situations qui sont mises en place. Donc ça permet, c'est vraiment une évaluation par compétence où l'enseignant il sait où en est l'élève il sait où il en est aussi, et c'est assez explicite. Vous avez aussi des kits de communication pour sensibiliser les familles, pour qu'ils puissent travailler avec vous. À gauche, un premier exemple, donc c'est des captures d'écran, hein, elles sont plus longues, vous pouvez en trouver d'autres. Votre enfant sait-il pédaler? Le laissez-vous circuler à vélo? Et là, vous avez un petit texte ensuite qui explique les avantages pour les parents. Puis, c'est coupé en dessous, mais ce que le programme apporte à vos enfants. Et à droite, une infographie avec les chiffres, voilà, les objectifs de passer de 3% des déplacements en transport actif à 9%. Voilà, une infographie qui permet de donner envie de se déplacer. Et la troisième et dernière ressource, ce sont les référents départementaux et nationaux, puisqu'on sait que souvent les enseignants du premier degré font appel à des personnes ressources pour l'enseignement du savoir rouler à vélo. Et donc, en fait, il y a un tableau Excel qui est mis à disposition avec toutes les régions, les départements et les noms, prénoms, adresses e-mail des personnes référentes. Vous avez 2 onglets en bas, l'onglet référents départementaux ou référents régionaux, qui sont des personnes qui peuvent intervenir dans votre école pour accompagner la mise en place du savoir rouler à vélo. Donc voilà, ces 3 ressources, les livrets pédagogiques, les kits de communication et les référents, sont accessibles très facilement sur Internet, sur le site du ministère, et il y a toutes les ressources qui permettent d'accompagner la mise en place. Vraiment, il est très très bien documenté ce savoir rouler à vélo. Je prends le relais. Oui. Et donc, la diapo suivante pour introduire le versant partenarial du dispositif. Donc, c'est un dispositif à vocation partenariale à différents degrés. Donc, c'est un dispositif interministériel qui implique 4 administrations ministérielles, dont parmi lesquelles le sport et l'éducation nationale et les services décentralisés. Et donc, j'ai pu observer des interactions plus ou moins approfondie entre ces services en fonction des départements, de la réunion en commun à travers le comité de pilotage, le COPIL, jusqu'à la co-intervention lors de sessions de formation continue, savoir rouler à vélo auprès des enseignants-enseignantes. Il y a également tous les partenaires associatifs. Donc, vous avez ici certains des logos avec couramment l'UCEP, l'UFOLEP, la FUB ou la FFC, encore la FFC, donc, qui ont parfois des visions de l'apprentissage vélo et du vélo un petit peu différentes qui aussi expliquent leur différentes motivations à s'engager dans la participation du dispositif et son développement à l'école. On pourra y revenir dans la discussion si vous voulez, parce qu'on va essayer d'enchaîner un petit peu. Mais pour illustrer, j'ai pu observer sur différents départements, différentes configurations, et notamment du fait du mode de financement principal du dispositif, qui est le dispositif Génération Vélo, un certificat d'économie d'énergie porté par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui cofinance les cycles SRAV dans les écoles entre les collectivités territoriales et Génération Vélo. C'est un financement 50% qui invite les collectivités à s'investir sur cette question-là, et ça donne des configurations où la collectivité va mettre à disposition un parc, un lieu pour pratiquer le vélo. Je pense par exemple ici à Rennes, avec une asso mobilité qui est Roazhon Mobility, qui va intervenir dans une pluralité d'écoles avec leur flotte de vélos, mais sur un lieu réservé par la ville pour cette pratique-là. Donc il y a vraiment cette idée de partage de ressources entre les différents partenaires. Et encore une fois, c'est un élément qui est souvent transmis en formation continue d'enseignants et d'enseignantes. Et on pourra interroger ça, l'idée qu'il faille transmettre ces outils aux enseignants et enseignantes pour faire vivre les partenariats autour du savoir rouler à vélo, puisque les partenaires actuellement sont ceux qui favorisent la mise en œuvre du savoir rouler à vélo dans les écoles.
Et j'ai pu, sur les 5 cycles observer un cycle initié par une enseignante seule sur le dispositif. Thibaut, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, juste un tout petit point. On est en train de finaliser une revue systématique sur le vélo, donc exactement là ce que vous a présenté Léa sur le savoir nager, parce qu'en fait, il n'y a pas de mesure d'impact pour savoir si ce savoir rouler à vélo en France, il fonctionne ou pas. Donc on est allé voir dans la littérature, sur ce qu'on trouve sur Internet, dans toutes les revues, et on a pu identifier 6 ou 7 études interventionnelles, donc faites dans des écoles, pour promouvoir le vélo à l'international. Aucune de ces études n'est française, et on a regardé comment elles impactent globalement l'activité physique des élèves. Il y a une étude qui ressort, avec des effets là bien plus bénéfiques sur l'activité physique que les autres. C'est une étude qui est construite non pas en ciblant la dimension motrice et le savoir pédaler, tourner, avoir de l'équilibre et conduire son vélo, mais qui prend en compte, comme le disait Léa avant, la dimension du plaisir, de la motivation, le social avec les autres et les interactions. Et c'est là qu'on va vous proposer maintenant quelques dispositifs innovants qui prennent en compte, que ce soit dans les 30 minutes d'APQ, le savoir nager ou le savoir rouler, toutes ces dimensions de l'individu. Donc, Léa, si tu veux enchaîner sur le point 5. Ouais. Alors, comme Thibaut vient de l'évoquer, ces différentes dimensions dont on a parlé, c'est les dimensions de ce qu'on appelle la littératie physique. Cette littératie physique, dans la recherche, elle a l'air d'avoir un très gros lien avec la quantité d'activité physique et notamment l'activité physique durable. Cette littératie physique, bien qu'elle est novatrice ici en France, elle existe déjà dans de nombreux programmes et curriculums en éducation physique à travers le monde et notamment dans les curriculums dans les pays anglophones. Donc cette littératie physique que je vous définirai juste après, elle a un lien. Ça a été montré dans la recherche qu'elle avait un lien sur la quantité d'activité physique, mais surtout qu'elle avait un impact sur les différentes santé, la santé physique, la santé sociale et la santé mentale des populations de tout âge. Cette littératie physique, on ne va pas trop déborder là-dessus parce que c'est l'objet d'une présentation de demain, mais pour vous planter un peu le décor, la littératie physique, c'est considéré comme la motivation, la confiance, les compétences physiques, les connaissances et la compréhension que possède un individu et qui lui permet de prendre en charge son activité physique, et ce tout au long de sa vie. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais si on devait résumer la littératie physique à ce petit bonhomme Lego, il est constitué de 4 couleurs, 4 domaines de compétences. Des compétences physiques, je sais sauter, je sais marcher, je sais courir, je sais lancer. Il est aussi composé de compétences psychologiques, d'une motivation, du plaisir. Il est composé de compétences sociales, des manières d'interagir, de coopérer. Mais aussi, il est composé de compétences cognitives sur la connaissance du risque, sur la connaissance de l'environnement. Et ce petit bonhomme Lego, si on veut l'emmener vers l'activité physique tout au long de sa vie, il faut qu'il soit construit de ces 4 petits Legos de couleur, parce que s'il y a un Lego qui est manquant, alors il y a des chances que cette personne ne s'engage pas dans l'activité physique. Donc voici le fil conducteur des propositions qu'on va vous faire tout de suite. On va commencer avec celle des 30 minutes d'APQ. Voilà, donc là en fait c'est des fiches ressources qui sont affichées sur la partie de gauche, proposées par l'Académie de Toulouse. Ce sont des conseillers pédagogiques du premier degré en EPS qui les ont conçus, avec des enseignants qui ont été dans un groupe académique. Et ce qui est intéressant, sur la deuxième image en partant de la gauche, vous voyez séance numéro 1, endurance E1. Bon, on ne regarde pas le E1, endurance. Sur la colonne d'après, force, coordination, puis endurance, force, coordination de nouveau, endurance, vitesse, etc. Bref, ces fiches ressources pour bouger dans les 30 minutes d'activité physique à l'école primaire, elles sont centrées sur le développement des qualités physiques. Et ces 5 qualités physiques, l'endurance, la vitesse, force, souplesse, coordination, c'est ce qu'on appelle en fait la condition physique. Et si on fait le lien ici avec la littératie physique, on est en fait centré sur la dimension motrice. Ces fiches ressources semblent oublier les 3 autres dimensions de la littératie physique, le cognitif, le psychologique et le social. Alors les fiches, elles sont très bien. Si vous regardez à droite, vous avez des images qui sont vraiment très explicites pour accompagner les professeurs des écoles à développer la force en haut ou la vitesse en bas. Mais l'idée serait d'enrichir ces fiches par les 3 autres dimensions. Donc Léa, tu peux mettre la suivante.
Voilà, et donc là, bon, malheureusement, il n'y a rien à vous présenter, puisque c'est un dispositif qui est tout nouveau, mais pour vous présenter le projet, dès septembre 2024, l'idée c'est de mettre en place des workshops, donc des ateliers de travail dans cette académie, avec ce groupe ressources, pour développer, donc d'abord présenter le concept de littératie physique, et ensuite améliorer ces fiches ressources, non pas en enlevant complètement la condition physique avec les 5 qualités, mais en enrichissant par le jaune du psychologique, le vert du social et le rouge du cognitif. En fait, le message à retenir sur les 30 APQ, ce serait, dès que je mets en place une intervention, mes 30 minutes où les élèves bougent dans la leçon, est-ce que je leur fais apprendre du moteur, je leur donne du plaisir avec la dimension psychologique, je les fais réfléchir sur la dimension cognitive, et il y a de l'interaction sur la dimension sociale. Si dans les 30 minutes d'APQ, il y a ces 4 dimensions, alors on fait quelque part une éducation à l'activité physique durable en même temps. Je reprends la main, Thibaut. Donc nous aussi, on essaye justement d'adapter et d'apprendre aux élèves à pratiquer de manière durable dans les activités aquatiques. Donc avec le professeur Potvin, on est à la tête d'un projet européen qui s'appelle le projet ALPHAC, qui est cofinancé par l'Union européenne et qui permet à 7 pays et 10 institutions de travailler autour de cette question de la prévention des noyades, mais aussi de l'engagement durable dans les activités aquatiques. Donc on a développé, nous, ce qu'on appelle la littératie aquatique, donc d'où le nom de notre projet, ALPHAC, Aquatic Literacy for All Children, la littératie aquatique pour tous les enfants. Et cette littératie aquatique, nous, on la défend en disant que c'est d'abord le modèle qu'on vous a présenté tout à l'heure des Water Competence, donc un modèle de préventif contre les accidents de noyade, mais c'est aussi un modèle qui inclut de la motivation, du plaisir, des connaissances. Et l'ensemble de ces deux modèles fusionnés nous donne le modèle de littératie aquatique qu'on essaye de développer à l'échelle européenne pour pouvoir prévenir contre les noyades, mais aussi engager de manière durable. Pour pouvoir ce faire, on a un projet qui est divisé en 3 étapes. Donc là, on est à 2 ans du projet, il nous reste encore 1 année. Donc on a terminé la première étape. Pour pouvoir améliorer ce niveau de littératie aquatique, on a d'abord dû le mesurer. Sauf que comme on est les premiers à en avoir parlé, il a d'abord fallu construire une batterie de tests, non pas pour évaluer, pour certifier comme on peut le faire par exemple avec la SNS, mais pour essayer de faire la photo la plus précise possible à l'échelle européenne du niveau de compétence dans chacun des domaines de la littératie aquatique. Dans ce test, on a 4 composantes. La première composante, c'est un questionnaire qu'on fait passer aux parents pour essayer de connaître. Donc, on vous l'a dit aussi précédemment, il y avait un impact fort sur la surveillance des parents sur les causes de noyade. Donc, on va demander aux parents quelle est la vigilance qu'ils ont envers les enfants dans le milieu aquatique, mais aussi le nombre de leçons qu'ils ont pu recevoir dans le cadre scolaire et dans le cadre extrascolaire pour essayer de mesurer un peu cet impact sur les compétences aquatiques. Et on va aussi leur demander la catégorie socio-professionnelle de laquelle ils proviennent, parce qu'on sait qu'il y a un déterminisme social très important dans l'accès aux compétences aquatiques. La deuxième partie de ce test, on va mesurer chez les enfants au travers de questionnaires leur motivation, le plaisir qu'ils prennent dans les cours de natation à l'école, mais aussi lorsqu'ils vont dans les espaces de bain avec leur famille, avec leurs amis. On mesure également leur connaissance d'eux-mêmes. Donc ici, sur la petite photo, on a une dessinatrice qui nous a dessiné l'ensemble des tâches qu'on mesure en piscine pour pouvoir voir si les enfants pouvaient s'auto-évaluer de manière correcte. On a aussi un grand poster sur lequel ils doivent aller repérer les dangers qu'on peut retrouver à la fois dans un espace de bain, dans une piscine, mais aussi dans l'espace naturel. Une fois ces 2 questionnaires passés, on va en piscine, on mesure de manière isolée les 10 tâches motrices, donc qui proviennent principalement du modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Et enfin, la dernière partie, seulement certains y accèdent au regard des résultats qu'ils ont pu avoir sur le premier test. C'est un parcours combiné dans lequel les élèves vont enchaîner des tâches, mais vont également, donc ça c'est la nouveauté, vont devoir sortir de l'eau, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans la SNS, et ils vont aussi devoir prendre des décisions en cours d'action. À un moment donné, il va y avoir une question qui va être posée, l'élève va devoir décider au regard de ses compétences à l'instant T. Mais il va aussi devoir prendre des informations sur son environnement. Ça, c'est les 2 nouveautés. On a terminé cette batterie de tests, on a déjà évalué, donc nous ici en France, on a déjà un échantillon de 1200 enfants qui ont été évalués, donc ils ont tous entre 6 et 12 ans, sur l'Académie de Lille, dans un milieu urbain et un milieu rural. On a aussi été évalués sur l'Académie de Tours, pareil en rural et en urbain. Et on va démarrer au semestre prochain des mesures sur l'Académie de Créteil, de Nantes et de Rennes.
et peut-être, qui sait, dans d'autres académies plus tard. Donc l'objectif, c'est d'avoir un échantillon qui est autour de 2000 enfants dans les 7 pays dans lesquels on travaille, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Lituanie, la Pologne, le Portugal et la Norvège, et de faire, à l'instar du projet PISA, un PISA du savoir nager. Donc essayer de photographier et de classer les pays, non pas pour dire quel pays est meilleur qu'un autre, mais pour essayer d'aller voir précisément où sont les forces et les faiblesses dans chacun des pays. On sait par exemple qu'en Norvège, le test qui est proposé à l'école, les élèves doivent réaliser un 100 mètres sur le ventre et ensuite un surplace de 3 minutes. Donc on se doute bien qu'avec un surplace de 3 minutes, ils risquent d'être meilleurs sur cette tâche de surplace. Donc ce sera peut-être leur force. Peut-être que nous, on aura une force plutôt sur la propulsion. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye d'aller repérer dans ces différents pays. Et en parallèle de cette mesure, de cette photographie internationale, on construit également des outils pédagogiques pour aider les pédagogues à enrichir cette littératie aquatique. Donc ce sont des ressources qui sont construites par des pédagogues, donc des professeurs des écoles, des professeurs d'EPS, des maîtres nageurs. Peut-être que si vous avez des situations, vous pourrez les enrichir. Et l'ensemble de ces ressources, elles permettent soit d'aider les personnes à aller enrichir peut-être une compétence motrice. Par exemple, je ne sais pas enseigner le surplace, comment est-ce que mes homologues européens le font et qu'est-ce qui a fonctionné, comment moi je pourrais l'adapter au regard de mon contexte, mais aussi et surtout des situations d'apprentissage qui prennent en compte différentes dimensions. Je peux travailler à la fois de la propulsion, mais aussi de la prise d'information. Donc comment on peut construire des situations d'apprentissage pour pouvoir avoir ces 3 dimensions. Et Thibaut, je te repasse la main. Oui, un dernier exemple pour, voilà, on a gardé le même fil conducteur, 30 minutes APQ, savoir nager, maintenant savoir rouler. Donc comment est-ce qu'on pourrait passer du savoir rouler vers le pouvoir rouler régulièrement? C'est comme ça qu'on l'a appelé. En fait, je vous ai parlé avant de la revue systématique où on a identifié une étude interventionnelle qui a de bien meilleurs effets que les autres. On s'en est inspiré pour un projet expérimental dans un collège au Blanc-Ménil. Donc c'est un collège REP, politique de la ville, avec 750 élèves dans un quartier assez défavorisé. Donc ici, vous voyez sur la partie de droite, entre l'aéroport du Bourget et l'autoroute A1. Donc c'est un contexte où l'écologie dont on parlait avant est assez mauvaise. Léa, si tu peux passer sur la suivante. Voilà, on a essayé de décliner l'enseignement du savoir rouler dans les 4 dimensions de la littératie physique. Alors d'un point de vue moteur, acquisition d'un contrôle précis et équilibré du vélo, développement des capacités musculaires, cardio-respiratoires pour entreprendre et mener à bien un trajet avec aisance. Sur le cognitif, connaissance de son environnement proche, des pistes cyclables, de là où c'est sécurisé ou non pour me déplacer à vélo, mais aussi comment l'entretenir et le réparer. Ça, c'est un aspect cognitif qui est absent du savoir rouler. Au niveau de la dimension sociale, sensibiliser à l'écologie, à l'impact des transports actifs sur l'environnement, mais aussi circuler dans un espace collectif et partagé, comme c'est déjà le cas dans le savoir rouler à vélo. Et enfin, sur la dimension psychologique, accroissement de la confiance en soi et découverte du plaisir de rouler. Si tu peux passer sur la suivante, s'il te plaît. Donc l'idée, voilà, c'était d'apprendre aux élèves d'abord dans un environnement fermé la pratique du vélo, dans toutes ces dimensions de l'individu, puis ensuite d'aller du collège vers le parc qui était à proximité, il y avait 2 km à vélo, en découvrant, d'abord en identifiant de manière théorique où étaient les pistes cyclables, pour après les exploiter avec les élèves et faire des sorties là-bas pour forme de VTT et de VTTO. Si tu peux passer, s'il te plaît, sauf qu'en fait on était face à un problème, un double problème, à la fois un manque de moyens matériels et humains. Humain parce qu'il faut encadrer seul une classe de 24 élèves, puisqu'on était en REP, dont la moitié ne savait pas faire de vélo au départ. C'était complexe, et en même temps matériel, parce qu'on n'avait pas une flotte de vélos dans l'établissement pour équiper tous les élèves. Donc, les missions de l'enseignant ont dû un petit peu évoluer pour aller vers de la collaboration avec les partenaires locaux. Là, en l'occurrence, le service jeunesse et sport de la ville du Blanc-Ménil, parce qu'au Blanc-Ménil, il n'y avait pas de club vélo qui pouvait être partenaire. Et on a mis en place un petit dispositif qu'on appelle le dispositif IRCA, qui va identifier quels sont donc, dans notre contexte, les besoins humains matériels pour rencontrer des partenaires. Et l'enseignant devient alors un coordonnateur de cette nouvelle équipe qui va ensuite alimenter d'une année à l'autre pour renforcer la collaboration. Là, on est sur un dispositif qui est un petit peu innovant puisqu'il envisage cette dimension collaborative et presque manager de l'enseignant. Si tu peux basculer sur la suite, Léa, s'il te plaît. Et je vais vous présenter rapidement les résultats de ce dispositif. Donc, on a passé à la fin un questionnaire à tous les élèves
pour mesurer la dimension psychologique. Par exemple, te sens-tu à l'aise pour faire du vélo dans ton quartier? Ouais. La dimension motrice. Par exemple, te sens-tu capable de rouler en tenant le guidon à une seule main? Et la dimension cognitive. Te sens-tu capable de changer une roue? Voilà, il y a eu d'autres questions, mais c'est juste des exemples. Il répondait sur une échelle de pas du tout capable à très capable. Deux résultats forts ressortent. Le premier, vous avez en vert le groupe contrôle, c'est le groupe qui a eu un enseignement classique du savoir rouler à vélo à l'école primaire, par rapport au groupe expérimental qui a eu ce savoir rouler, donc là en classe de 6e, sur le cycle 3 toujours, décliné sur les dimensions de la littératie physique. Vous avez un score en violet qui est significativement plus élevé que celui en vert, donc ça fonctionne, les résultats sont positifs. Le groupe qui a eu l'intervention a eu de meilleurs résultats. De même chose, comparaison entre les filles et les garçons. Là, un discours, c'est pas positif, c'est plus mitigé, là, sur le titre de la diapo, puisque vous avez des résultats qui sont bien meilleurs pour les garçons que pour les filles. Donc peut-être que voilà, dans cette déclinaison de la littératie physique, il faut penser davantage à cette question de la différenciation du sexe pour que les filles aient les mêmes résultats que les garçons. Voilà, si tu peux passer. Il y a 2 publications professionnelles dans la revue de la EPS, enseigner l'EPS, qui présente le dispositif savoir rouler, pouvoir rouler régulièrement si jamais vous voulez approfondir. En message qu'il faudrait retenir, c'est que les enfants à l'école primaire, ils peuvent bouger dans toutes les opportunités. Il y a plein d'opportunités pour bouger. Il y a des études qui recensent 230 minutes d'opportunités scolaires pour bouger, c'est-à-dire tous les moments et espaces à l'école, mais aussi autour, qui permettent de faire de l'activité physique. Ça peut être le cours de PS, la récréation, les pauses, en début, milieu ou fin de journée, les événements comme l'association sportive. Bref, il y a plein de moments pour faire bouger les élèves. Et une des missions de l'enseignant, c'est vraiment de faire connaître ces moments aux élèves et d'y proposer des dispositifs dans tous ces moments. Et non pas cibler un et de tout donner sur le cours de PS. Non, il y a d'autres moments qui permettent aussi de bouger et de mettre en place les 3 dispositifs qu'on vient de vous présenter. Voilà. Voilà, donc vous avez vu qu'il y a une certaine différence du fait de l'implémentation des dispositifs. Il y a quand même plus de contenu et de réflexion autour de l'aisance aquatique et du savoir nager et moins pour les dispositifs plus récents. On ouvre sur l'échange avec vous autour de la relation de ces dispositifs avec la discipline éducation physique et sportive. Donc le savoir rouler à vélo et le pass nautique sont des dispositifs qui sont intégrés, considérés comme des heures d'éducation physique et sportive. Pour le pass nautique, il est obligatoire dans le parcours scolaire de l'élève. Il est généralisé, ce dispositif, pour le savoir rouler à vélo, mais il n'y a pas de test des compétences acquises qui sont obligatoires pour valider une étape du parcours scolaire, que ce soit la fin du cycle 3 ou le brevet, par exemple. C'est d'ailleurs l'objet d'un groupe plaidoyer d'un des partenaires de chercher à faire inscrire ce dispositif au LSU. On peut poser la question donc, de l'articulation éducation physique et sportive et 30 minutes d'activité physique quotidienne. Initialement, donc, comme on l'a dit, le dispositif n'était pas porteur d'apprentissage et on voit que le discours se transforme autour de ce dispositif qui actuellement véhicule aussi certains apprentissages. Donc on peut discuter de la différence entre 30 minutes d'activité physique quotidienne vue sous le prisme de la littératie physique et de l'éducation physique et sportive. On peut poser la question de la place de l'éducation physique et sportive dans la formation, initiale comme continue. Vous êtes plus au courant que moi de la place qui va être réservée à l'éducation physique et sportive dans la formation initiale du fait de la suppression de cette épreuve au concours. Et voilà, questionner la place du concept et de l'ancrage théorique de la littératie physique au milieu de ces dispositifs. Donc merci de votre attention et on peut échanger autour de tout ça et de ce qui fait débat aussi autour de ces dispositifs actuellement.